Demna, quand il m'avait interviewé au moment d'entrer chez Balenciaga, c'est quelle est leur mesure de succès, en fait, en tant que directeur artistique. Et Demna, il m'avait répondu très simplement, il m'a dit « Moi, c'est le jour où je vais voir les gens porter mes pièces dans la rue ». Et il a réussi. J'ai présenté chez Mena, bien sûr, qui était donc partie à l'époque, qui était à la tête du prêt-à-porter chez Saint-Laurent, avec Anthony. Et j'ai aussi rencontré Nicolette Felice, que j'ai adoré rencontrer, mon avis, maintenant chez Courrèges, mais ça lui va tellement bien. Et la dernière personne, c'était Mathieu Blasi. Et donc Mathieu revenait de Calvin Klein, où il avait été avec Peter Mulier et Raf Simons. J'ai travaillé pour Albert Elbaz. Il m'avait dit une fois « You're only as good as your last collection ». Je salue Laura Vernier, qui m'a donné le meilleur conseil, qui m'a dit « Écoute ma belle, moi on m'embauche pour trouver des clones, hein, donc je peux rien faire pour toi, mais je te conseille d'écrire à des CEO de marque qui t'intéressent. Seuls les CEO pourront vraiment comprendre ton parcours. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai rencontré Jean-Marc Loubier, Sidney Toledano chez Dior. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Lou Dana et bienvenue dans la saison 2 du podcast du luxe. Je suis la cofondatrice de la start-up Grace qui permet aux marques de luxe de protéger les biens exceptionnels de leurs clients de manière automatique et gratuite afin qu'ils les portent en toute sérénité partout dans le monde. Une nouvelle norme qui tend à se généraliser pour toute l'industrie du luxe de par les bénéfices importants que cela génère autant pour les marques que pour les clients. Pour en savoir plus, cliquez sur grace.io ou les liens dans la bio. Vous avez été plusieurs centaines de milliers à écouter la première saison du podcast du luxe. C'est un grand merci. On a vécu des moments uniques, rencontré des personnalités exceptionnelles. On a également redécouvert des maisons emblématiques. On a décrypté les stratégies et compris toutes les clés de leur réussite. Pour cette nouvelle saison, nous partons encore une fois à la rencontre d'invités de marques que j'ai eu la chance de rencontrer à travers Grace. Ils ont accepté de se livrer pour vous révéler tous les secrets de ce qu'il y a derrière des pièces iconiques et des grandes maisons que vous connaissez. Bulgari, Chanel, Hermès, Rolex. Patron, grand nom, journaliste, designer, leader, j'ai le plaisir de vous partager en exclusivité mes conversations inédites et sans filtre avec ceux qui, à travers leur histoire, ont façonné celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Dans ce nouvel épisode du podcast du luxe, j'ai le plaisir de recevoir Daphné Cousineau, qui est la présidente Europe de Jimmy Choo. Dans cet épisode, on apprend énormément de choses sur, évidemment, l'histoire de Daphné, tout son parcours qu'elle a eu, qui est très éclectique, d'études d'avocat à McKinsey, à la mode et différentes maisons jusqu'à aujourd'hui Jimmy Choo. On revient également sur toutes les subtilités de l'histoire de la mode, plusieurs des maisons à travers laquelle elle a pu voyager, travailler. Et on apprend beaucoup de choses également sur l'impact de la mode, de ses saisonnalités par rapport au luxe, les différences qu'on peut avoir entre certaines grandes maisons et d'autres. Bref, un épisode particulièrement intéressant qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une excellente écoute sur le podcast du luxe. Bonjour Daphné. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ces très beaux bureaux. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez un peu vous présenter et nous dire un peu d'où vous venez, dans quelle famille vous avez grandi, etc. Je suis originaire de Montréal et je suis partie en fait assez tôt du Canada pour étudier en France. J'ai fait des études littéraires en philosophie. Et ensuite, des études de droit à Montréal et j'ai été avocat brièvement. J'ai travaillé ensuite chez McKinsey pendant 7 ans et ensuite dans la mode depuis 20 ans. Et pourquoi vous avez commencé, déjà pourquoi vous êtes parti du Canada et pourquoi vous avez fait du droit alors que je dis vous êtes totalement dans la mode? J'ai une succession d'ambitions. donc je savais pas vraiment ce que je voulais faire au départ. En fait, non, à chaque fois j'avais des idées très précises de ce que je voulais faire, mais ça évoluait. Et quand je suis partie en France, c'était pour être ingénieure aéronautique. Donc, effectivement. Et j'ai fait de la philosophie. Ensuite, c'était plutôt, je me projetais pas philosophe, mais j'ai fait comme un undergrad, en fait, comme pour ma culture générale. Je pense aujourd'hui, d'ailleurs, que c'est les études qui m'ont le plus servi dans ma vie. Oui, je pense vraiment à ça.
Et, sur quoi? Sur l'ouverture d'esprit, sur la façon de penser, d'avoir des réflexions? Parce que je pense que sur tous les apprentissages techniques, y compris le droit d'ailleurs, les choses évoluent et ensuite ça devient vite périmé si on ne met pas à jour ses connaissances comme en médecine. Mais la philosophie, on apprend à comprendre, à exprimer une pensée complexe et ça c'est utile même avec le big data ou à l'époque de l'AI. Donc je crois que c'était probablement les études les plus utiles. Ouais. Donc en fait, là, en France, en plus, on a la philosophie qu'à la fin de l'année en terminale d'ailleurs. Donc c'est peut-être une réflexion pour laquelle il faudrait qu'on l'ait un peu plus tôt. Donc si on reprend, vous avez grandi au Québec. Vous dites, bon, pourquoi pas être ingénieur? Voilà. Finalement, je fais des études de philosophie. J'aime le droit, donc je deviens avocat. Non, ça aussi, c'est un peu un accident. Mais, parce qu'au Québec, on dit le droit mène à tout. Et donc, j'ai fait aussi le droit dans cette optique-là de me dire, bon, ça mène à tout, donc on verra bien. Je verrai bien ensuite. Donc des études dans ce sens-là. Quelques années avocat, mais vraiment, enfin, pas du tout finalement ce qui vous intéresse. Et après, vous arrivez en France, c'est ça? Oui, j'ai été avocat en France et en fait, la pratique du droit m'a intéressée et j'aimais particulièrement conseiller des hommes d'affaires en fait, parce que je faisais du droit des affaires. Et donc après, j'aurais volontiers fait comme un MBA pour aller plutôt dans ce secteur-là. Et je suis allée chez McKinsey, qui était la façon de faire un MBA sur le tas, en fait. C'est vrai. Il paraît que ce sont des vraies méthodes. Ouais. Puis il faut y rentrer. Hein. Aujourd'hui, ça fait partie l'un des Big Four les plus sélectifs, les plus durs aussi, etc. Et en plus, 7 ans là-bas, donc c'est énorme. La plupart des gens disent 2 ans, c'est déjà assez. C'était mon programme aussi de rester 2-3 ans, mais finalement, c'est... Pour moi qui m'ennuie assez facilement, c'est un job où on change de client, d'industrie, de pays tous les 3 à 6 mois, donc ça me convenait très bien. J'ai l'impression d'apprendre à chaque fois et que c'était intéressant aussi, les rencontres étaient intéressantes. Et est-ce qu'il y a quelque chose ou justement un projet qui vous avait marqué chez McKinsey? Alors, je suis arrivée chez McKinsey à une époque de consolidation dans la banque assurance. Alors, j'ai fait beaucoup de banques et d'assurance, ce qui n'était pas non plus ma passion. Mais en revanche, je me suis impliquée dans des groupes de pratiques, donc de spécialistes, et dans les médias et dans l'industrie du luxe. Et en fait, là, j'ai compris en fait ce qui m'intéressait. C'était un peu le début de mon illumination de mon choix vers la mode. C'était d'être le business mind comme dans une industrie créative. Donc soit je me voyais travailler soit dans un studio de cinéma, faire de la production de films ou dans la mode par exemple. Et comment s'est fait le switch? Après McKinsey, on a vécu 2 ans à Los Angeles. Mon fils est né là-bas et j'ai travaillé pour un studio de cinéma, j'ai travaillé pour un producteur de films. Et après, quand on est rentré à Paris, c'était plus logique de travailler dans la mode parce que c'est une industrie dominante en France et il y a plus d'opportunités. Voilà. Donc, je suis rentrée à Paris, j'ai écrit à des présidents de marque qui m'intéressaient. Et puis, éventuellement, il y en a un qui a eu pitié, qui m'a donné un job. C'était quelle maison? C'était chez Céline. Et comment ça s'est passé, justement, ce changement de... je viens de McKinsey, c'est énorme, j'ai beaucoup de clients. Et là, à l'inverse, je passe chez le client, où il y a des environnements de marque, etc. Comment s'était fait un peu cette transition? Il n'y a aucun rapport entre les deux métiers parce que l'industrie de la mode, c'est une industrie où il y a des métiers très spécialisés. Donc, j'avais 10 ans d'expérience professionnelle, mais absolument pas vraiment applicable à la mode. Et d'ailleurs, j'avais rencontré des chasseurs de tête qui m'avaient dit, et donc je salue Laura Vernier qui m'a donné le meilleur conseil, et qui m'a dit, écoute ma belle, moi on m'embauche pour trouver des clones, hein, donc je peux rien faire pour toi, mais je te conseille d'écrire à des CEO de marque qui t'intéressent. Et seuls les CEO pourront vraiment comprendre ton parcours. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai rencontré Jean-Marc Loubier, Sidney Toledano chez Dior, et Jean-Marc m'a fait rencontrer des gens de son équipe. Et donc il y avait
à l'époque 2 ouvertures, une au marketing accessoire, où généralement les gens commencent stagiaires, et l'autre du côté wholesale, donc commercial. Et je me disais, mais au moins, je sais négocier un contrat, lire un PNL, valoriser un projet. Donc c'était pour moi ce qui était le plus logique. Et je n'ai pas regretté ce point d'entrée dans la mode, même si le wholesale, c'est quelque chose qui n'a pas la même force et la même importance qu'il y a 20 ans pour développer une marque. Mais c'est un point de vue assez intéressant parce qu'on travaille un peu au contact de tous les métiers. Déjà, on est les showrooms de vente, c'est un peu les Nations Unies de la mode, donc c'est fascinant parce que pendant une semaine ou 15 jours, il y a toutes les nationalités d'acheteurs qui se côtoient dans un showroom, qui réagissent à une collection, donc ça c'est assez fascinant en soi. Et après, comme on développe des projets, je travaillais avec les architectes, le marketing, la finance, le legal, enfin le juridique. Donc on travaille un peu avec tous les corps de métier de la mode et c'est un bon point d'observation et d'apprentissage. Et après Céline, qu'est-ce que vous avez fait? Après Céline, j'étais patron de pays pour Valentino, donc j'étais DG France et aussi responsable du wholesale pour toute l'Europe. Et qu'est-ce que vous avez appris d'intéressant dans justement le fait de changer de Céline à Valentino? Et en plus, évidemment, avec l'évolution des missions, est-ce que ça a un compte d'être justement patron de marché? En fait, j'étais assez pressée d'évoluer parce que, comme en passant de McKinsey à la mode, j'avais divisé mon salaire en 3. J'avais quand même un prêt hypothécaire, un enfant, donc il fallait que je me dépêche à rattraper. Valentino, déjà, il y avait du retail et le nerf de la guerre dans le luxe ou la mode, c'est quand même le retail à la fin. Et donc ça, c'était important pour moi de commencer à avoir une expérience de management dans le retail. Et aussi, c'est une boîte italienne, donc c'est assez différent. L'essentiel de mes équipes était basé à Milan, donc j'ai passé presque la moitié de mon temps, j'ai 2 fois par mois. Et les showrooms étaient là-bas. Et puis aussi, de travailler pour une maison italienne, c'était assez intéressant parce que je m'étais fait la réflexion, j'ai beaucoup voyagé pour Valentino, pour le développement de la marque. Et aussi, c'était une période où il y a eu 3 changements de direction créative, 3 changements d'actionnariat. Moi, j'ai eu 4 patrons. Voilà. Donc, à chaque fois, la marque est passée de 350 millions à presque 1 milliard pendant l'époque où j'y étais. Donc, ça allait très vite. Oui, ça allait très vite. Et les Italiens ont une vraie qualité pour saisir des opportunités. Ils sont assez pragmatiques, en fait, dans leur approche des affaires. Et je me suis fait la réflexion, c'est pas étonnant que Marco Polo était un Italien. Parce que, par exemple, j'avais donc une personne responsable de 2 personnes d'ailleurs qui s'occupaient du marché de l'Est et de la Russie. Et donc on allait en Sibérie pour visiter un compte de 40 000 € par saison. Enfin, je veux dire, elles y allaient vraiment, quoi. Elles allaient vraiment développer, rencontrer les gens. Et donc c'était assez amusant comme ça. Je pense que c'est aussi la belle époque. C'est un peu comme les shoots de mode qu'on faisait dans les années 70 pendant 3 semaines aux Seychelles, ça n'existe plus. Non, c'est les hype. Donc c'était la belle époque du développement au sel. Et justement, peut-être des questions là-dessus parce qu'on parle du retail et du wholesale. Est-ce que peut-être vous pourriez expliquer ce qu'était vraiment la différence à l'époque et peut-être l'évolution que ça a eu aujourd'hui sur retail, mes boutiques en propre et à quel point c'est important pour la maison, mais il y a aussi des franchises. Est-ce que le wholesale, ce sont justement le retail externe, donc les franchisés, ou alors je vends à des boutiques qui étaient plutôt multimarques, parce qu'en plus à l'époque il y avait très peu ou pas de e-commerce, si je dis une bêtise. Quand j'ai commencé, c'était le tout début de Net-à-Porter. Et donc Céline était un de leurs premiers clients. Et quand Phoebe est arrivée d'ailleurs, elle a arrêté avec Net-à-Porter, c'était un drame pour eux. Mais bon, ils sont rattrapés par ailleurs. Donc oui, bien sûr, la différence.
en fait, je pense que l'évolution du wholesale, c'est que pendant longtemps, le wholesale qui comprend en effet les multimarques et les franchises. Donc, c'est tout ce qui n'est pas détenu en propre par la marque. Donc, ce qu'on appelle le retail ou directly owned retail stores, c'est quand on est propriétaire du stock, on embauche les employés, on a le loyer et tout. Les franchisés, c'est leurs employés, c'est eux qui ont la boutique et c'est leur stock. Donc, c'est un moyen de développement qui est moins engageant pour les marques et pour les petites marques. Pendant longtemps, ça a été un énorme... ça leur permettait de se développer et même on pouvait se développer en wholesale jusqu'à à peu près 300 millions d'euros et après, comme ça, être suffisamment solide pour commencer à transitionner vers un modèle retail qui a l'avantage évidemment où on contrôle mieux l'image de marque, où on contrôle mieux les discounts, enfin voilà, on contrôle mieux son business en général et ses investissements. Et il y a des groupes comme Prada qui sont vraiment financés, qui ont financé leur développement retail avec le wholesale, mais qui l'ont fait de façon massive. Et après, qui sont retirés au fur et à mesure du wholesale. Maintenant, donc idéalement, si le retail, encore une fois, ça prend beaucoup plus de moyens et les coûts sont considérable, donc il faut quand même avoir un certain niveau de chiffre d'affaires pour couvrir ces coûts d'opération, mais une fois qu'on le fait, les marges sont plus importantes et il y a tous les autres avantages dont on a parlé. Mais maintenant, même si on voulait faire ça et se développer en wholesale et tout, c'est beaucoup plus compliqué parce que même l'e-commerce s'est consolidé, comme Browns, Matches ont disparu. Net-à-Porter a été absorbé par Mytheresa, donc il y a un phénomène de consolidation du secteur quand même. Et puis les petits multimarques, il y en a beaucoup qui ont disparu, et même les grands multimarques comme Colette, enfin qui étaient vraiment des référents, ont disparu aussi. Donc il y a moins d'options de ce côté-là. Moi, je pense que c'est encore important le wholesale parce que ça permet d'être visible auprès de clients de gens qui ne nous auraient pas forcément vus, qui ne seraient pas forcément passés avenue Montaigne, entrés dans une boutique de la marque. Et aussi, ça permet de se frotter frontalement à la compétition. Parce que moi, je trouve que c'est un showroom wholesale, c'est un excellent baromètre de la santé de la marque et de la pertinence de la marque à ce moment-là. J'ai travaillé pour Albert Elbaz, je travaillais pour l'Envin à l'époque d'Albert et il m'avait dit une fois « You're only as good as your last collection ». Et ça, je pense que c'est ce sentiment-là quand chaque collection, en fait, c'est le test à l'acide et ça se répète à chaque saison. C'est quelque chose que tout le monde ressent dans la mode, en fait. Il y a des cycles qui sont à la fois saisonniers, puis après, il y a les cycles un peu plus longs de la mode, des tendances. Et c'est bien qu'une marque qui peut être totalement précurseur à un moment et vraiment être leader dans l'évolution des tendances, du style, des désirs de mode, peut du jour au lendemain se retrouver dans une sorte de tourbillon. Oui, soit de devenir, qui est une lassitude, ou se trouver dans une sorte d'entre-deux, de plus vraiment trouver de résonance, en fait. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment inévitable, hein. Et puis les grandes marques, c'est les marques qui arrivent à évoluer avec le temps. Et puis, alors c'est un peu comme un couple, hein, il y a des périodes de creux et plus d'écrêtes, mais c'est un vrai challenge pour la mode. Et d'ailleurs, si on regarde les marques qui ont duré le plus longtemps et qui sont les plus stables, on pourrait dire que ce n'est pas vraiment des marques de mode, hein, c'est des marques de luxe. Comme Hermès, pour moi, ce n'est pas de la mode, hein, c'est du luxe. Donc il y a une sorte d'intemporalité qui la place au-delà des tendances et donc c'est un autre sujet en fait. Est-ce que vous pensez qu'une marque qui est purement de mode, c'est-à-dire qui ne fait pas de la joaillerie ou de l'horlogerie qui sont des temps beaucoup plus longs, donc qui vraiment n'en fait pas et ne fait des parfums parce que voilà, c'est un bon levier de croissance évidemment de la mode,
est plus fragile de par cette temporalité de ces fréquences de collection, vs une maison qui est une maison de mode, mais qui va avoir certains produits qui durent plus longtemps avec justement des saisonnalités où c'est une collection par an et non pas une tous les 3 mois ou des choses comme ça. En fait, c'est pas forcément moins de saisons. Si on est une maison multicatégorie, en fait, total look, on va dire, hein, qui a le prêt-à-porter, les accessoires. Évidemment, le rêve, c'est d'avoir, je sais pas, de la beauté ou des parfums qui financent en fait toute l'activité mode. Ça, c'est très utile. Mais toutes les marques n'y ont pas accès. Toutes les marques n'ont pas forcément un parfum qui cartonne et qui permet ça. Après, dans les groupes qui sont vraiment développés, en général, l'activité mode prêt-à-porter devient beaucoup plus petite part du chiffre d'affaires en proportion de tout le reste. Et donc, elles trouvent leur stabilité, leur développement, oui, plutôt. Et donc, c'est plutôt l'accessoire et des produits comme ça plus intemporels. Après, même s'il y a une saisonnalité des collections, et d'ailleurs dans des grandes maisons comme Dior, c'est pas 2 saisons, c'est 14 collections par an. Enfin, c'est entre la couture, l'homme, la femme, les précos, les croisières, les défilés, voilà, donc ça va très vite et il y a beaucoup de moments créatifs. Mais dans l'offre, il peut y avoir jusqu'à... Enfin, après, ça dépend des maisons, mais 50, 60%, 70% des produits qui sont en fait des produits carry-over. C'est-à-dire c'est des produits permanents et qui sont reproposés. Je sais pas, le Saks Speedy chez Vuitton, par exemple. Ouais. Et voilà. Et même les produits soi-disant permanents dans la mode, c'est pas vraiment permanent. Ça peut durer plusieurs saisons, ou enfin 2, 3 ans, parfois, sont les chanceux 10 ans. Mais aussi, même le parfum numéro 5 de Chanel. En fait, j'avais vu une exposition de Chanel où il y avait une partie de l'exposition qui m'avait vraiment intéressée parce que même le numéro 5 de Chanel, quand on voit le flacon a évolué. Et même le graphisme a évolué, on ne se rend pas compte, mais même le logo, il a évolué, mais très subrepticement au fil et à mesure des années pour entrer un peu dans le présent, en fait, dans l'actualité. Et à quel point, dans une maison de mode, quand on a nos stratégies, donc on va avoir donc, son directeur artistique, vous allez avoir une stratégie un peu globale, vous allez la mélanger avec le directeur artistique, et ensuite, comment vous allez construire votre planning, en fait, à court, moyen, long terme, dans le sens où, justement, il y a toutes ces collections. Et alors, ma question, elle est un peu globale, mais par exemple, il y a des maisons, pour peut-être le même chiffre d'affaires, il y en a justement qui vont faire 14 grands momentum avec énormément de transversales et différents métiers. Dans d'autres, beaucoup moins, mais avec peut-être justement des produits beaucoup plus iconiques et volumiques, je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais et donc il y a vraiment ces nuances sur certaines maisons de mode. Par exemple, un Balenciaga, j'ai l'impression que le volume d'items et de tout ce qu'on peut voir est moindre qu'un Dior, même si ce n'est pas forcément les mêmes chiffres d'affaires, mais j'ai l'impression que Dior, il y a tellement de choix. L'un n'est pas forcément bon ou mauvais, mais comment ça fonctionne quand on entre dans une maison par rapport à ce volume et la direction artistique qu'on va donner avec la stratégie de faut créer 1 milliard de produits cette année, il faut en faire que 30, pourquoi, comment? C'est global, mais... Alors là, on touche à quelque chose qui n'est pas mon métier, mais je peux en parler quand même. En fait, je crois que c'est la construction des collections. Et la façon dont je comprends, donc je vais essayer de ne pas dire trop de conneries. Donc il y a en effet un studio et c'est la base, en fait, c'est la création qui donne des intentions créatives pour une collection. Donc qu'ils en fassent 2 ou 4 ou 8 par année, c'est la même chose. Donc ça part d'inspiration et ensuite eux ils ont des idées créatives et donc il y a telle forme, telle chaussure, tel look, voilà, qu'ils vont proposer. Et après il y a ceux qui construisent des collections et qui vont percevoir le potentiel, disons,
commercial de certaines pièces et dire, bon, cette jupe, elle est incroyable, il faut vraiment la développer dans différentes longueurs, différentes matières, différentes couleurs, voilà. La même chose avec un sac, donc on va lui donner le petit frère, le porte-monnaie, enfin voilà, donc ils construisent la collection autour d'idées créatives, comme ça. Et après, la taille des collections, je dirais, c'est aussi une question de moyens et puis de pouvoir d'écouler les collections. Et après, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que selon les maisons, il y a des maisons qui sont beaucoup plus étendues dans leur choix et d'autres qui sont beaucoup plus resserrées, en fait. Moi, j'ai tendance à préférer celles qui arrivent à resserrer leur discours. Ne serait-ce que parce que l'offre est pléthorique et donc pour avoir une voix, vaut mieux enfoncer le même clou, si j'ose dire. Et aussi par des soucis d'économie, de sustainability, parce que en fait, si on propose trop de choses, les chances sont qu'elles ne seront pas produites à la fin. Donc, c'est des efforts et voilà, une débauche de moyens, même pour développer des protos comme ça qui tombent à l'eau. Et donc, je préfère avoir une collection qui est très... qui est forte parce qu'elle est resserrée autour de modèles forts et désirables et qui vont être bien vendus et donc il n'y aura pas beaucoup de stock restant et je veux dire l'impact de la mode sur la planète, la partie la plus importante c'est la production et les stocks, les invendus en fait. C'est tout l'impact sur les matières, la production, etc. Donc si on produit peu mais bien, si on achète bien, juste ce qu'il faut et tout, de façon juste, c'est le meilleur service qu'on puisse rendre aussi à la planète. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Et en plus, là, on le voit, le contexte, enfin, au moment où en tout cas on tourne cet épisode, il y a eu toutes les problématiques avec Trump, la Chine, enfin il y a eu plein de les crises économiques entre guillemets, etc. Et moi j'ai beaucoup de maisons en parlant avec elles qui me disent on doit innover mais on doit aussi focus core business. Et c'est vraiment une réflexion que j'ai et j'ai pas la réponse et peut-être que vous l'avez, mais comment on fait dans un moment on va dire un peu tendu pour pouvoir rester la tête hors de l'eau, mais aussi continuer à être hyper créatif, à rester dans la tendance, mais aussi de manière pérenne. Comment on arrive en fait à faire ça si on doit être focalisé sur vraiment la base de la base qu'est le core business et donc par définition qui n'est pas forcément l'innovation mais qui est plutôt l'iconique? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais bon, c'est clair que dans des situations de grande incertitude et un peu dystopiques comme ce qu'on est en train de vivre, ça peut rendre l'acte d'achat un peu moins spontané, enfin, régulier, on va dire. Mais par la même occasion, je pense que le fait de se faire plaisir en fait, ou de trouver un peu de bonheur ou de joie à s'habiller ou pour une occasion spéciale à offrir ou à s'offrir quelque chose, c'est aussi un des plaisirs de la vie. Après, je pense que les maisons dans des situations comme celle-là, en effet, elles doivent resserrer, mais je crois que ça, dans tous les cas, même quand c'est très concurrentiel, et là ça rend les choses encore plus concurrentielles parce qu'il y a moins de demandes d'une certaine manière, donc oui, elles se resserrent sur leurs forces en fait, donc c'est une façon aussi de s'auto-examiner et de comprendre quelles propositions on apporte en fait dans le marché, et je pense que c'est un bon exercice aussi de comprendre qui on est en fait, et pour la marque de se resserrer sur ses vraies personnalités au lieu de poursuivre je sais pas, des tendances ou d'essayer d'émuler ou de répondre à un désir supputé de sa clientèle en fait. Et
Tout à l'heure, quand on parlait un peu donc, de votre expérience chez Valentino, on parlait donc du wholesale et du retail. Aujourd'hui, notamment dans la mode, mais aussi quand je dis la mode, c'est aussi la maroquinerie, la chaussure, etc. Mais vraiment plus là-dedans. En fait, on enlève l'horlogerie et la joaillerie. Donc, il y a toute cette distribution via le retail et le wholesale. À quel point c'est important pour une maison d'avoir justement la remontée par exemple de data, donc du sell-out, du stock, etc. et des clients. J'étais assez stupéfaite que certaines maisons extrêmement puissantes puissent avoir 100% de leur sell-out, entre guillemets, même via des franchises, et d'autres absolument pas. Pour, on va dire, d'autres, pour des mêmes niveaux. Et à quel point c'est important pour une maison d'avoir ces deux types de remontées de data. Donc pourquoi c'est important et comment bien le faire évoluer. Est-ce que vous, en fait, vous voulez dire quel niveau d'information ils reçoivent de leur distributeur? Ouais. En fait, c'est variable. Je pense que moi, j'ai l'habitude avec mes équipes wholesale de leur dire, en fait, on gère ça en wholesale. C'est-à-dire que, surtout des franchises, en fait. Parce qu'il y a de très bonnes raisons d'ouvrir en franchise plutôt qu'en retail dans certains marchés, comme Asie, des marchés comme là, en Asie, ça dépend des endroits, mais en Inde, maintenant, on arrive juste au moment où ça devient, on commence à se poser la question de passer en direct. Mais pendant longtemps, c'est des marchés qui sont tellement compliqué on est vraiment mieux épaulé par un partenaire local. Mais pour autant, je crois que nous, on attaque beaucoup les équipes, nos équipes partenaires, par exemple dans nos formations, dans les séminaires retail, on les visite, on les forme en termes de visual merchandising. Les boutiques sont construites par nos équipes d'architecture. Ils portent évidemment nos uniformes. En fait, ce qu'on veut idéalement, c'est que pour un client externe qui ne perçoive absolument pas la différence entre une franchise et une boutique détenue en propre, et que le niveau de service et la connaissance des produits, l'expérience soit aussi proche que possible, sinon seamless en fait entre les deux. Et donc ça comprend aussi l'information qu'on reçoit des clients. Et de toute façon, c'est quelque chose que je mets dans mes contrats de franchise. Hein. C'est je mets en annexe des contrats le format de reporting qu'on exige d'eux tous les mois. Et nous, on distribue, on partage les résultats de toutes les franchises voilà, dans des tableaux tous les mois. Donc chacun sait comment on est en train de performer dans chaque pays. Et puis c'est au moment des achats, même si c'est eux qui achètent et c'est eux qui engagent des investissements au moment des achats, on est très proche d'eux, on revoit toute la commande avec eux, on leur donne des conseils et souvent on corrige les commandes. En fait, on leur dit non, mais en fait, nous, c'est essentiel que ce message-là soit représenté dans la collection et puis que ces pièces qui seront soutenues en marketing se retrouvent dans votre commande parce que ça vous servira aussi. Voilà, donc on est très partenaire en fait avec eux. Mais bon, avec des multimarques, c'est autre chose. Mais bon, la part des multimarques, elle se réduit à peau de chagrin quasiment maintenant. Et parce qu'il y a un peu ce côté un peu bicéphale de je suis une marque globale, je parle je vais chez Balenciaga, chez Dior, Céline, etc. Ou même Jimmy Choo, mais je rentre et moi je vois la marque dans sa globalité en tant que client. Mais par exemple, toutes les campagnes CRM, des fois, elles sont locales ou via les franchisés et non pas forcément via la marque mère. Et des fois, je vais dans une autre boutique, ils n'ont pas mon compte et je ne comprends pas parce que j'ai voyagé, etc. J'ai envie de refaire, je sais pas, j'ai un problème, j'ai envie d'avoir du service de SAV ou quoi que ce soit. Et je ne l'ai pas forcément. Et en plus de ça, des fois même des nouvelles collections ou des informations intéressantes que peut informer le global, le partenaire local va pas faire. Et en même temps, le partenaire local peut aussi mettre en avant des actions parce qu'il connaît ses clients, sa clientèle et les faire venir. Donc, c'est assez trivial et je suis intéressée de savoir comment, en fait, en tant que maison, vous essayez de faire en sorte que ce soit global, si c'est important ou pas. Ça, c'est
c'est un des désavantages du wholesale, c'est qu'en effet, les clients de notre franchise, c'est les clients du franchisé. Donc, et puis de toute façon, pour toutes sortes d'histoires de partage de données personnelles, je veux dire, on n'y a pas accès. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles les marques préfèrent se développer en retail, parce qu'elles ont la maîtrise de tout, y compris leur portefeuille client. Maintenant, pour ce qui est du SAV, les franchises sont aussi intégrées dans notre programme de SAV. Donc ça, c'est parce que ça fait partie des services offerts par la marque et de l'expérience de la marque. Et après, ce que vous décrivez sur la connaissance ou l'expérience client, j'ai envie de dire, c'est un défi de formation et c'est un défi qui est total, y compris en interne, hein, parce que bon, aujourd'hui, j'ai 450 employés sur la région, il y en a 400 qui sont en boutique. Donc, et c'est une population et qui sont client-facing, donc qui sont, eux, en contact avec le client tous les jours. C'est eux qui procurent l'expérience de marque. Et donc, notre challenge, c'est qu'ils soient formés et que tout le monde soit au même niveau de compréhension de la marque, des collections, qu'ils aient un discours qui est le discours qu'on veut qu'ils aient sur la marque, qu'ils offrent une expérience qui est celle qu'on veut que notre clientèle vive quand ils viennent dans une boutique. Et c'est un défi formidable, hein, parce que aussi c'est une population qui est assez, je vais parler franglais, je suis désolée, c'est comme ça, mais transient, c'est-à-dire que ça tourne énormément, donc c'est toujours à recommencer. Et puis chaque collection, il faut recommencer aussi, du point de vue de la formation. Donc c'est, et puis pour des plus petites marques, comme la mienne aujourd'hui, on n'a pas des armées d'équipes de formation et d'équipes qui développent on n'a pas d'académie retail comme j'en ai connu dans d'autres maisons, où vraiment il y avait un vrai système et des process en place pour l'induction, pour la formation continue, etc. Donc ça, c'est un avantage des boîtes qui sont enfin plus importantes ou mieux financées, qui ont le niveau d'échelle pour avoir tous ces moyens-là. Ouais. Puis en plus, ça permet de connaître, c'est un peu ce que vous disiez, le côté un peu benchmark, parce que si on peut écouter, avoir tous les feedbacks de toutes ces équipes, et puis en fonction des pays, c'est tellement différent, en fonction de la clientèle, etc. On peut aussi mettre des actions pas correctives, mais plus rapidement pour pouvoir s'adapter, etc. Si par exemple on voit qu'il y a une chaussure, ça va pas du tout, ou même un sac ou quoi que ce soit, parce qu'on sait pas, c'est la couleur qui va pas par rapport à un truc politique, bon bah on enlève. Par contre, si on voit que c'est la chaussure qu'a mis telle star et que tout le monde la demande, là on peut aller dire allez, on va mettre plus de stock là-dessus, il y a plus de demande, etc. par rapport à d'autres boutiques où peut-être la pièce est moins demandée. Ben là aussi, je dois dire, c'est une question de connaissance du marché. Il y a un de mes patrons qui m'avait dit une fois, c'était assez drôle, il m'avait dit, mais les acheteurs dans une boîte de mode, c'est eux qui ont vraiment le pouvoir de couler une marque. Parce que, je veux dire, si on achète mal, si on investit mal dans les collections, ça peut être vraiment la catastrophe, quoi. Si voilà. Parce qu'en effet, on achète 2 pièces du best-seller absolu, donc finalement, qui ne sera jamais best-seller, enfin, qui va se vendre très vite, mais où on n'aura pas vraiment pu exprimer le potentiel, ou au contraire se retrouver avec un tel marchand de pièces sur les bras qui n'ont pas résonné dans le marché. Mais ça, c'est un apprentissage un peu continu, et c'est pour ça qu'il y a des acheteurs dans chaque région qui connaissent très bien leur marché, qui sont à l'écoute des équipes retail tous les jours, qui ont les feedbacks en continu, et qui s'occupent pas seulement d'acheter, mais aussi de la revente, en fait, qui suivent la revente et qui font des actions qui vont effectivement faire bouger le stock. Alors moi, j'espère le moins possible, aussi pour des questions environnementales et de coûts, et puis aussi il y a très peu de temps, en fait, pour vendre une collection à prix fort. Il y a vraiment peu de temps. Donc on apprend en marchant, et on essaie de faire le moins d'erreurs possible en avançant. Finalement, en fait, c'est un peu une sorte de processus d'humilité un peu constante. On est obligé de voir, en fait, ça, on est persuadé, ça marche pas, et ça marche super bien, et comment on arrive à être réactif. Mais c'est pour ça qu'il y a,
on aspire à avoir comme une partie de la collection, on détermine que oui, ça c'est les fondements en fait de la collection, donc les produits permanents qu'on peut animer de saison en saison pour que ça reste intéressant, désirable et tout, mais c'est des formes dont on sait qu'elles ont du succès, et puis si on les propose dans des nouvelles matières, des nouvelles couleurs en fait dans l'esprit de la saison, que ça peut continuer à vivre, et ça on a un peu plus de facilité à prévoir la demande, parce que voilà, on a un historique et puis on peut faire des réassorts, et là c'est quand même 3 mois avant de les recevoir, mais on peut quand même bâtir toute une partie un peu plus stable comme ça des ventes, et après il y a le côté saisonnier qui est un peu plus sa boîte à surprise. Et est-ce que justement un peu toutes ces fréquences sont des très bons leviers aussi pour la fidélisation client, dans le sens où je vais arriver parce que pour le best-seller, parce que c'est l'iconique, je vais commencer par le classique, mais le fait qu'il y ait plein de saisons, donc là c'est le trendy du léopard, bon bah du coup je vais le prendre en léopard, et finalement c'est ce qui va faire que je vais avoir un taux de repeat qui est plus important. Comment un peu ça se passe au niveau de comment les marques elles pensent ça? Oui, je pense que c'est essentiel d'animer la marque, parce que si on entrait dans une boutique et que la présentation de la collection reflétait exactement ce qui se vend, ce serait d'un ennui absolu, quoi. J'ai des amis qui sont avocates ou qui travaillent dans la banque et qui sont des clients de Jimmy Choo, et quand je vais dans leur garde-robe, elles ont 40 Jimmy Choo, mais c'est le même talon, le même escarpin en noir, en marine et en poudre, donc c'est pas hyper inspirant. Mais si on entre dans la boutique, et puis éventuellement elles vont faire un achat un peu coup de cœur, voilà, une folie, une cuissarde en Bordeaux, mais oui, c'est ça, dans les boutiques, il faut en effet susciter le désir, et puis ou même, enfin, quelques émotions qu'on va susciter quand on rentre dans la boutique, mais c'est bien de donner une place à la saisonnalité, aux choses qui sont vraiment, enfin, pour ce moment-là, à cette époque-là, voilà. Est-ce que, Daphné, on pourrait y revenir un peu, parce que après on est parti dans d'autres questions, mais il y a beaucoup de moments dans ta carrière qui, je pense, sont assez intéressants de discuter. Est-ce que tu pourrais nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à la suite de Valentino? Donc, tu passes plusieurs années là-bas, tu apprends ce que c'est de diriger des équipes, des marchés, etc. Comment c'est vraiment tout le côté de la mode. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi tu as changé? Et qu'est-ce que tu as appris de nouveau dans les autres après Valentino, c'était l'an 20, et la différence, c'était un rôle global. Donc, j'avais aussi l'Asie, les États-Unis. Donc, ça m'intéressait beaucoup aussi d'avoir une expérience globale dans la mode. Et aussi, à l'époque, c'était Albert Elbaz, qui était directeur de la création, qui m'a interviewé aussi au moment d'entrée. Et il a conclu en disant « Will you marry me ?» Et il est homosexuel, donc il n'y avait aucun danger. Mais l'expérience que j'ai eue chez Lanvin, en fait, qui était différente, c'est que c'était une marque de taille presque familiale. Et en étant au siège aussi, c'était un grand changement par rapport à Valentino, j'étais en filiale. Et donc, on était beaucoup plus près du studio, en fait, des autres départements. Et après, comme c'était une marque qui était, enfin, privée, qui n'était pas détenue par un grand groupe, et donc assez peu structurée. Et donc, il y a une chose qui était très intéressante, c'est qu'il n'y avait aucun département merchandising. Il y avait une personne qui avait le titre de merchandiser, qui était Alex Koo, qui était le partenaire d'Albert. Mais donc, ce que vous décriviez plus tôt, qui était de vraiment comprendre les réactions du marché et les besoins du marché, d'influencer le développement des collections en fonction de ce qu'on apprenait sur le développement du business, c'était un rôle qui était plutôt dévolu au commercial, donc à mon équipe. Et donc on faisait des rapports très détaillés après les showrooms des réactions à la collection et des demandes qui étaient exprimées, des potentialités qui probablement n'avaient pas été trouvées dans la collection et donc on devrait développer pour les prochaines. Et donc de manière quasiment indirecte, plus ou moins directe, on influençait le plan de co suivant. Et
Et j'étais aussi dans les comités produits, ce qui est assez inhabituel en fait que des personnes dans un rôle commercial se retrouvent dans les comités produits. Et donc pourquoi? Parce que généralement, plus la boîte est structurée, plus elle est importante, plus les gens sont spécialisés dans leur rôle. En fait, c'est comme dans tous les métiers, dans toutes les industries, je pense, plus on est dans des petites boîtes, plus on a de multiples casquettes. Mais là, il y avait cette ouverture-là, et le fait qu'il n'y avait pas d'équipe merchandising aussi faisait en sorte qu'on était finalement les plus proches du produit et du marché en même temps. Donc voilà. Et ensuite, malheureusement, Albert a quitté la marque de façon assez abrupte. Et après, il y a eu des transitions de stylistes. Et donc, c'est Chimène Kamali, qui est maintenant chez Chloé, qui avait été embauchée 2 semaines plus tôt par Albert pour être à la tête du prêt-à-porter et qui s'est retrouvée responsable de développer les 2 collections suivantes. Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, on s'est liés d'amitié, mais aussi on a continué à développer quelque chose qui avait commencé avec Albert aussi. C'était qu'en cours d'évolution de la collection, elle m'appelait au studio et elle me disait « Bon, t'en penses quoi entre telle et telle direction? Est-ce que tu le vois aller plutôt dans ce sens-là? En fait, qu'est-ce que tu ressens pour ton marché et tout ?» Et donc ça, c'était une expérience vraiment extraordinaire. Et après, il s'est passé un truc fou, et c'est que quand Chemena est partie et qu'il y a eu une nouvelle directrice artistique qui est entrée pour les collections, la CEO m'a demandé de développer le plan de co, de proposer un plan de co, ce qui ne devrait pas du tout être fait par... franchement, c'est « don't try this at home ». Mais bon, mais c'était... Parce que c'était des situations exceptionnelles. Mais bon, moi, ça m'a intéressé de le faire. Et vous avez un sens créatif qui parle en même temps que celui du business? Non, là, c'était pas sur l'aspect créatif, c'était plutôt sur la structure. En fait, partant de l'existant, dire, moi, selon ce que je ressens dans le marché, voilà les parties que je développerais davantage. C'était pas en donnant des intentions créatives. Par exemple, cette robe-là, la coupe est super, ça va parler, on peut le faire en plusieurs donc, par exemple plusieurs longueurs, plusieurs imprimés, etc. Oui, un plan de co, c'est plutôt de dire quelle partie va être dévolue au prêt-à-porter, à l'accessoire. Enfin, c'est plutôt en termes de structure de collection. Donc voilà, c'était plutôt à ce niveau-là. C'est pas... c'est par exemple de dire il nous faudrait plus de modèles de robes longues, ou plus de modèles de pantalons, voilà. C'est là où l'offre était sous-développée, ou là où on pouvait resserrer. Ouais, où il y a des leviers intéressants, et d'autres peut-être moins. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, je suis partie chez Balenciaga, donc j'avais rencontré Cédric Charby dans une autre vie, quand lui était au printemps encore, et moi chez Valentino. Et il venait d'être nommé CEO de Balenciaga, et il était en train de constituer sa nouvelle équipe. Et donc j'ai fait partie de cette aventure-là avec Demna, et ça, c'était assez fabuleux parce que on avait tous l'impression de vivre un moment exceptionnel dans la mode. Et en 2 ans, j'ai multiplié par 2,5 ma région. J'avais le même poste qu'aujourd'hui, donc président EMEA. Et j'ai dû doubler le nombre de collaborateurs alors que je n'avais pas encore de département RH dédié à l'Europe. Non, c'était vraiment une période exceptionnelle. Puis on était tous totalement investis dans le projet créatif de Demna. C'était très excitant. C'était au moment où lui venait d'arriver à peu près? Moi, je suis arrivée au moment de cette 2e collection. Parce que la première collection, c'est une collection été. Là, c'était la collection automne 2016. 17. Tout à l'heure en off, vous m'avez dit un truc qui est hyper intéressant, et je pense que ça vaudrait peut-être le coup d'en parler, parce qu'on se rend des fois pas compte de l'impact donc, de directeur artistique que peut avoir sur la mode et donc sur les générations, et notamment donc l'impact où vous me disiez que une marque de mode finalement fonctionne quand elle résonne, et notamment avec cet exemple de Demna sur l'oversize. Est-ce que peut-être ça on pourrait en reparler, parce que je trouve que c'est hyper intéressant.
Hum, Alors, je pense que oui, Demna, c'est très intéressant parce que à la fois, il était, je crois que son approche était disruptive, hein, mais en étant telle, il était très proche du projet initial de la marque, qui était une marque qui a 100 ans, qui fêtait ses 100 ans à l'époque où j'y étais. Mais Cristobal Balenciaga était considéré comme quelqu'un d'extrêmement assez subversif finalement et assez avant-gardiste à son époque par ses volumes, les volumes qu'il proposait, même la réaction de la presse à ses défilés. Il y avait certains journalistes qui disaient que ces mannequins étaient des monstres parce qu'il n'était pas du tout dans les canons esthétiques de l'époque et donc il proposait quelque chose vraiment qui faisait un peu saigner les yeux au départ, mais après les gens, et évidemment c'est devenu, ça fait avancer et évoluer les goûts aussi et Demna aussi, je crois qu'il a, enfin, il a appliqué ça au vestiaire moderne. Et c'est quelqu'un qui est très ancré dans la réalité, en fait, et qui s'inspire aussi de la rue, de la vraie vie. Et donc, il n'était pas question pour lui de faire, je sais pas, un vêtement que personne n'aurait porté. Donc, il appliquait les codes de la couture, les volumes basculés, les lavalières, tout ça, à des vêtements totalement contemporains, comme le hoodie, comme le overcoat, enfin la doudoune, et même les jeans. Enfin, moi, j'ai gardé des jeans qui sont vraiment avec des constructions qui sont vraiment assez incroyables, en fait. Donc pour ça, je trouve que le projet était totalement légitime. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont reconnus, enfin qui ont eu envie d'en faire partie, en fait, de faire partie de cette communauté-là. Et pour, peut-être pour le vulgariser, on pourrait dire, pour avoir l'air cool. Hein. Je veux dire, personne n'a envie de se vieillir, ou tout le monde a envie d'avoir l'air jeune, et souvent les gens ont envie d'avoir l'air cool aussi. Donc, et là, on se sentait vraiment comme, oui, on a compris, en fait. Nous, on comprend. Des choses qui surprenaient par ailleurs. Oui, puis bon, c'est pas un secret, même tous ces défilés, c'était une sorte de critique sociale, aussi très ancrée dans même l'actualité. C'est pour ça aussi que ça parlait beaucoup, encore plus je dirais à ma génération, où en fait on est très engagé. Sustainability, tout ce qui est gender, etc. Enfin, c'est des choses qui nous parlent beaucoup, et donc plus on a des marques qui ne sont pas à l'ancienne avec ces vieux codes et c'est comme ça et pas autrement, mais je vais vous parler, je vais vous donner des vêtements dans lesquels vous pouvez vous exprimer et le côté communautarisme un peu. Puis en plus certaines stars qui portaient certaines pièces qui aujourd'hui sont vraiment iconiques. Mais c'est vrai, par exemple, moi je me rappelle, ça m'avait... il avait sorti, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, une basket qui était totalement usée. Et par exemple, Golden Goose fait des baskets qui ont un côté usé. Et beaucoup de gens, ils étaient, mais what the fuck. Et moi, j'avais trouvé cette chaussure hyper cool parce que je me disais, c'était habillé hyper classique, hyper chic. Ça fait un côté totalement à l'opposé de ce qui peut se faire, et que finalement, aujourd'hui, on est tous des personnes multifacettes. Avec plein de choses différentes, et j'avais trouvé, je sais pas si ces baskets ont extrêmement marché ou des choses comme ça, mais c'est des choses qui des fois juste je vois un peu impacter, et finalement qui ont un impact parce que maintenant on adore porter des pièces Converse, ça revient un peu à la mode, hyper vieillot, hyper abîmé, etc., vintage, mais en fait on va quand même les acheter et des fois même hyper cher, donc c'est des trucs assez drôles, et finalement c'est des petites intentions comme ça qui vont avoir un impact dans les semaines et dans les mois et années même qui suivent ce genre de collection, et je trouve que c'est ce qui est cool dans la mode en fait. Et, donc ensuite c'est quelques années chez Balenciaga, là c'est pareil, c'est grosse machine comme Valentino, faut agir vite, faut recruter des personnes, faut en même temps s'aligner avec la stratégie qui est en cours, etc. Mais finalement c'est très court, 2 ans, même si les collections vont vite.
Comment c'était en termes d'expérience, vraiment de pouvoir suivre le rythme? Si en plus il n'y avait pas toutes les équipes avec vous, comment vous avez réussi à faire ça? Ben, en fait, il y avait une nouvelle structure qui était mise en place et au début, il y avait pas mal de trous dans la raquette. Mais, donc, il fallait s'adapter et le faire différemment. Mais c'est le souvenir que j'en ai aujourd'hui et pas forcément un mauvais souvenir. Hein, Ouais. Mais par exemple, quand on a ouvert la boutique de Montaigne, on a recruté toute l'équipe de Montaigne, moi et la DRH globale. Parce que voilà. Et d'une part parce que c'était un projet qui était très important pour la marque et Cédric voulait que ce soit un peu le blueprint de toutes les futurs flagships de Balenciaga. Et aussi parce qu'on voulait que même l'équipe qu'on recrute soit, représente aussi, soit un peu une incarnation de ce qu'on voulait aussi pour les autres boutiques. Et donc quand j'avais demandé à Cédric ses conseils pour le recrutement, et évidemment on avait un brand book et des valeurs et tout ça, donc on avait des indications. Mais il m'a dit, pour moi, tous les gens qui travaillent dans cette boutique devraient pouvoir être des amis de Demna. Parce que aussi, Demna, dans ses défilés, il y a assez peu de mannequins classiques. Il y a Elisa, il fait défiler beaucoup de ses amis ou de gens qui l'intéressent. Voilà. Et donc quand on recrutait pour la boutique, on se disait, est-ce qu'il pourrait être un ami de Demna? Est-ce qu'il peut défiler? Est-ce qu'il pourrait défiler? Est-ce qu'il pourrait avoir une conversation avec Demna? Excellent. C'est à quel point en fait c'est lié à la vision créative que peut donner un directeur artistique. Même à l'esprit en fait, voilà, la personnalité, aux valeurs qu'il communique. Et oui, c'est qu'il y a un sens de... Donc, par exemple, que les valeurs de diversité, elles se retrouvent aussi dans l'équipe. Et ensuite, Balenciaga, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis partie... What the new chapter? Oui, après... Balenciaga, donc j'étais d'où? Donc, oui. Non, j'ai été, alors, un court temps, mais c'est une expérience vraiment intéressante. J'étais DG de Carven au moment où la maison a changé d'actionnaire. Et c'est un actionnaire chinois, mais le projet, au départ, j'étais embauchée sur un business plan, c'était pour relancer la marque. Donc, ça m'a permis... c'est assez fabuleux parce que j'ai monté un studio temporaire, mais l'idée c'était de recréer un studio basé à Paris avec un directeur artistique et tout. Donc j'ai fait des rencontres formidables à ce moment-là. Et il y avait j'ai présenté chez Ménard, bien sûr, qui était donc partie à l'époque, qui était à la tête du prêt-à-porter chez Saint-Laurent, avec Anthony, et puis qui finalement, heureusement, est partie chez Chloé, mais grand bien lui fasse parce qu'elle a fait un travail formidable là-bas. Et j'ai aussi rencontré Nicolette Dufilice que j'ai adoré rencontrer. On avait vraiment très envie de travailler ensemble. Il a fait quelque chose d'incroyable en plus chez Courrèges. Oui, qui est maintenant chez Courrèges, mais ça lui va tellement bien. C'est vraiment le fit avec la marque est fabuleux. Et la dernière personne, c'était Mathieu Blasi. Et donc Mathieu revenait de Calvin Klein, où il avait été avec Peter Mullier et Raf Simons. Et Peter Mullier, il est chez Alaya maintenant. Oui, pendant... c'était un peu le couple star, je veux dire, le power couple de la mode. Et donc le travail qu'il a fait chez Bottega était incroyable. Maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire chez Chanel. Je suis un peu triste parce que je ne suis pas sûre de pouvoir me permettre d'acheter ces pièces chez Chanel. Voilà. Je pense que tout le monde a hâte parce que c'est quelque chose de tellement différent, fort. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans présenter un directeur artistique dans cette stratégie pour le choisir? C'est quoi les critères par rapport à...
Ce qui est plus difficile pour le choisir pour une marque? Ouais. Ben, je pense qu'en fait, il faut au départ, enfin, ça dépend dans quel sens on prend, parce que souvent c'est un directeur artistique qui est à l'origine d'une marque, mais quand on doit choisir un directeur artistique pour une marque, je pense que c'est essentiel tous ceux qu'on a cités là, la Ouais. plupart n'ont pas de marque à leur... Non, bien sûr. Mais je pense que c'est important d'abord de comprendre les fondamentaux, les valeurs, la personnalité de la marque. Et ensuite, quand on rencontre un potentiel DA, pas seulement sur la base de ce qu'il a fait, mais sur la base de ce qu'il exprime, si on sent qu'il peut apporter quelque chose qui résonne à la fois de façon authentique avec la marque et qui l'amène aussi, qui puisse l'amener, la faire évoluer, l'amener ailleurs. Oui, c'est un peu aussi un coup de dé, hein, mais en ce moment, par exemple, il y a un tas d'annonces il y a beaucoup de maisons qui sont en transition stylistique, il y a beaucoup d'annonces et donc c'est un sport national dans la mode de se dire qu'est-ce que tu penses d'un tel chez telle marque, etc. Et oui, on peut avoir des convictions sur... moi, je sens vraiment, je suis assez excitée par ce qu'on va apercevoir au mois de septembre donc c'est un peu... je crois que dans la mode, malgré tout, dans une industrie créative, il y a quand même une grande part de notre métier ou du succès qui tient à des choses beaucoup plus intuitives. Hein. C'est une épaisseur culturelle, c'est une sorte d'empathie voilà, de compréhension aussi du processus créatif il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément tangibles. Oui, totalement objectives. En fait, c'est des choses qui relèvent plus de l'intuition. Oui, parce qu'on ne demande pas forcément présenter, sur les 3 candidats, présenter un peu votre stratégie ou quel serait vos mood boards. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut demander ou pas forcément? C'est plutôt on parle avec les personnes, etc. Comment ça se... Ah non, bien sûr. C'est-à-dire qu'une interview avec un DA, ils présentent, ils ont un portfolio et ils ont aussi... donc on voit ce qu'ils ont fait et souvent ils font... des ébauches, en fait, des croquis ou des propositions de ce que pourrait être leur vision de la marque. Donc ça renseigne pas mal. Et aussi, pour moi, c'est surtout la façon dont ils en parlent, en fait, le projet ou la façon dont ils se projettent, en fait, dans la marque. Et Mathieu, par exemple, moi, j'avais trouvé ça extraordinaire parce que plutôt que de présenter, il était arrivé avec deux books. Il n'avait pas fait de projet pour Carven ou de croquis, soi-disant pour Carven. Il y avait une partie plutôt portfolio de ce qu'il avait fait, mais il y avait une chose aussi épaisse et encore plus passionnante qui était ses sources d'inspiration. Et la plupart, c'était des sculptures, des artistes. Et d'ailleurs, après l'expérience à Calvin Klein, il était travaillé avec un artiste, collaboré avec un artiste à LA qui s'appelle Sterling Ruby. Et donc voilà. Et une des connexions qu'on a eues, c'est que il tourne la page et j'ai reconnu une sculpture et l'auteur de la sculpture et il était presque interloqué parce que voilà, donc c'est que je connais, c'est en fait qu'on ait un peu voilà, des affinités artistiques similaires. Mais une des questions que j'aime poser aussi au DA et que j'avais posé à Demna quand il m'avait interviewé au moment d'entrer chez Balenciaga, c'est quelle est leur mesure de succès en fait en tant que directeur artistique. Et Demna, il m'avait répondu très simplement, il m'a dit « Moi, c'est le jour où je vais voir les gens porter mes pièces dans la rue ». Et il a réussi. Mais et ça, je trouve que c'est
enfin, très intéressant de quelque chose qui soit dans la réalité plutôt que... J'ai déjà entendu aussi un créateur qui dit ben, moi c'est d'avoir un éditorial de je ne sais pas combien de pages dans tel magazine. Enfin voilà, le jour où je serai rentrée, où ce sera présenté là, où ce sera comme reçu, adoubé par telle publication et tout. Pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir hein, quand la marque est photographiée et puis qu'elle inspire des talents créatifs et tout, c'est génial. Mais je préfère la réponse de Demna. Je peux comprendre. J'ai une dernière question avant de passer aux questions signature. Après toutes ces expériences dans la mode, vous allez plutôt dans l'industrie de la chaussure. Est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de particulièrement intéressant et de challengeant aussi dans le fait aujourd'hui, parce que même si dans d'autres maisons, il y avait sûrement des verticales de chaussures, hein, aujourd'hui chez Jimmy Choo, c'est vraiment le core business pour le coup, avec la maroquinerie et autres. Mais qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Ben, en fait, la chaussure, c'est intéressant même d'un point de vue mode parce que c'est très proche de l'anatomie aussi. Et peut-être encore plus que le vêtement, ça influence la posture, la façon dont on se déplace dans le monde, la façon dont on affronte le monde. Il y a dans notre brand mantra, il y a Ignite Joy et Empower Achievement. Et il y a un truc en effet où, je veux dire, d'être bien chaussé. Je sais pas, il y a quelque chose qui influence vraiment presque son humeur, j'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important dans l'habillement, en fait, dans la silhouette. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on peut s'habiller de façon presque en uniforme, mais choisir une paire de chaussures plus excentrique et ça fait la silhouette. Après, au niveau de ce que ça veut dire quand on travaille dans la mode et qu'on développe une marque, il y a quelque chose qui est beaucoup plus... il y a un vrai challenge, en fait, qui est quand on n'a pas un total look, c'est beaucoup plus difficile d'exprimer la personnalité de la marque ou d'avoir comme un discours, en fait, ou une représentation tout simplement de ce qu'est la marque et de ce qu'elle est censée communiquer. Après... Par exemple, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Lanvin, c'était pas une marque de chaussures pour enfants au tout départ de souliers. Non, c'est Céline. C'est Céline qui était une marque de chaussures pour enfants. Ouais, voilà. Et qui aujourd'hui est totalement une marque de prêt-à-porter. Ouais. Et là, alors que par exemple, Jimmy Choo, c'est pas le cas. Ça reste des chaussures. Et à quel point aussi c'est intéressant dans le sens, par exemple, quand on va faire son business model, donc il y a ses collections, etc. Mais les différentes tailles, la production, la fabrication qui n'est des fois pas toujours pareil au niveau de la supply. C'est quoi par exemple le temps moyen pour faire une chaussure? En fait, la particularité de la chaussure par rapport à d'autres, c'est peut-être la pièce la plus technique, en fait, parce que c'est vraiment lié à l'anatomie, tout ça. Donc, il y a une sorte de barrière à l'entrée qui est plus importante pour faire des chaussures que faire du prêt-à-porter ou certainement des sacs. Et il y a aussi, si on veut faire des chaussures de luxe, en fait, c'est essentiellement une production italienne. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un frein ou une rareté de la production. Donc, les grandes maisons de chaussures, les grandes maisons de mode qui ont une partie importante de chaussures dans leur collection, souvent ont l'accès à un appareil industriel et nous, on est propriétaires de nos usines, par exemple. Donc, ça, c'est déjà une spécificité. Et après, l'autre chose, c'est que comme le prêt-à-porter, les pièces, il y a des tailles. Donc, en termes de vente, d'achat, d'ajustement, des moyennes de taille par pays n'est pas forcément la même. Exactement. Donc, il y a cette complexité supplémentaire-là qu'il y a à la chaussure. Après, là aussi, une catégorie formidable, je trouve, c'est que... même quand on est dans le luxe, c'est la catégorie la plus accessible d'une certaine manière parce que le prix d'entrée d'une chaussure est
est plus, enfin, c'est plus bas qu'un sac ou un tailleur ou une ouais. robe. Donc ça veut dire qu'on peut, enfin, on est accessible aussi à un éventail plus large de personnes. Et je dirais que c'est aussi plus accessible parce que ça dépend pas de la taille, enfin si de pied, mais pas du pied. Ouais, de la silhouette ou voilà. Donc c'est aussi plus démocratique dans ce sens-là, c'est-à-dire que quel que soit son âge ou son poids ou ses mensurations, on peut avoir voilà, aspirer à la plus belle paire de chaussures du monde. Et oui, il y a quelque chose qui peut être assez émotif, en fait, un peu presque comme un bijou, en fait. C'est un objet qu'on chérit, où on peut s'autoriser plus de fantaisie et tout. Donc ça, c'est assez sympa, je trouve. Et en plus, il y a aussi une nuance qui est je trouve que un bijou va se patiner, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais au fur et à mesure des années, alors qu'une chaussure, c'est consommable. Oui. Mais c'est marrant parce que j'avais cette conversation avec notre directrice artistique il n'y a pas longtemps. Je lui disais, mais j'adore ce talon. Je suis juste comme un peu peinée que, tu vois, ça commence le cuir commence à travailler. Et j'ai dit, je ne sais pas si c'est la forme. Elle dit, Daphné, c'est fait en cuir. Hein. Tu les portes tout le temps. Je vois comme tu marches et que tu cours dans la rue et tout avec tes talons. Donc, c'est normal. Et donc, oui, en effet, c'est quelque chose qui vit, quoi. Et comme on adore cette paire de chaussures, forcément, on va retourner encore plus peut-être souvent parce que c'est tellement consommable. Et puis, c'est quelque chose, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans la chaussure, quand on aime une maison, on peut l'incarner tous les jours, comme un sac. C'est quelque chose, tous les jours, on aime cette pièce, on va vivre les moments de notre vie avec eux. Veste, tout à l'heure on parlait de la blouse que vous portez que j'aime beaucoup de chez Balenciaga, et elle est magnifique, mais on va la porter une fois de temps en temps, on ne peut pas la porter tous les jours, même si on l'aime énormément, alors qu'il y a un côté aussi plus pratique et qui du coup je trouve peut-être même un peu plus pragmatique pour certains consommateurs, enfin aux clients, et puis du coup le plaisir de pouvoir revenir, je suis sûre que dans la chaussure il y a la fidélité est plus forte. Dans le sens, je sais pas, mais le client doit revenir encore plus souvent. Ouais, je confirme. Quand on trouve chaussures à son pied. Ouais. Non, c'est vrai. Puis surtout si on est une marque qui a la réputation de faire des chaussures très confortables, même quand elles ont des talons de 10, c'est... exact. Voilà. Ouais. C'est bon, je vais mettre des chevilles chauds maintenant. En tout cas, hyper intéressant. Daphné, j'ai quelques questions signature pour vous. Elles sont excellentes. Quel est le premier achat de luxe que tu as acheté ou reçu dans ta vie le dernier? Alors le premier, c'est quelque chose qui sera inconnu pour vous, mais qui pour moi était mon premier achat de luxe. C'était une marque de Montréal, de créateurs de Montréal qui s'appelait Parachute. Ils étaient très inspirés par les New Romantics, Steve Strange, toute cette culture de clubbing anglais. Et donc, je m'étais acheté le total look, la veste et les pantalons. Et je l'ai vraiment beaucoup porté, plus que... Donc, celle-là, elle a été patinée, cette tenue. Vous l'avez encore? Non, parce que franchement, je l'ai trop portée. Il y a un moment, mais j'aurais dû probablement l'encadrer à un certain moment. Ouais. Mais j'en ai d'excellents souvenirs. En fait, j'ai vécu des moments importants avec ça. Et les derniers, alors une tenue de la dernière collection Saint-Laurent, un pantalon à pince masculin avec la campagne de Michelle Pfeiffer, celle-là. Et aussi une paire de Drop Heel Jimmy Choo pour ma meilleure amie à Montréal qui est artiste. Et voilà. C'est des beaux cadeaux. Oui. Une maison de luxe que que vous admirez particulièrement et pourquoi? Je pense que je vais dire Balenciaga parce que c'est une maison qui a plus de 100 ans et qui a toujours étonné en fait au cours de... Bon, elle a eu aussi des périodes de Belle au bois dormant où je pense que pendant presque 40 ans, il n'y a pas eu d'activité, mais ouais, en fait, je pense que parce qu'au moment où j'y étais, c'était vraiment une expérience formidable. Et Valentino aussi, parce que je suis arrivée au moment de Monsieur Valentino et Giametti, et on sentait quand même que c'est la fin d'une ère.
Et c'était vraiment l'ère du grand couturier. Et ouais, c'était vraiment une époque assez folle. Et c'est vrai, bon, ça c'est un autre truc, mais moi j'ai des souvenirs comme ça de Valentino, c'était les robes. Et j'ai trouvé ça dingue. Et je connais quelqu'un qui a aidé pour le rachat, notamment quand il y a eu les derniers rachats, et qui m'a dit un truc intéressant. Il m'a dit on a eu beaucoup de mal à faire rentrer les gens chez Valentino. Il y avait une barrière énorme à l'entrée où les clientes pensaient que c'était tellement inaccessible qu'on avait du mal à... Au contraire, le rêve est vous pouvez venir, tu peux venir. Et ça, tu l'avais vécu quand vous y étiez ou pas? C'est-à-dire que ce que j'ai vécu chez Valentino, d'abord à l'époque de M. Valentino, c'était quasiment de la couture en fait. Il avait des clientes très fidèles et tout. La marque a beaucoup évolué pendant le moment où j'y étais. Et avec Pier Paolo et Maria Grazia, je crois qu'une des personnes clés, c'était Jacopo Venturini, qui est le CEO maintenant, et qui était GMM de la boîte en fait, qui développait les collections, qui était responsable de l'image et tout. Et là où il y avait un grand talent dans la marque à ce moment-là, c'était leur façon de développer les collections et même ce qu'on appelle les pré-collections, c'est-à-dire les collections commerciales, qui partaient de l'uranium pur qui est le défilé, où les robes étaient plus dispendieuses parce que vraiment très sophistiquées. Mais ils arrivaient à en faire des versions totalement portable et beaucoup plus accessible, qui était aussi, mais pas dumbed down, qui était aussi très désirable. Et, sans être cheap ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, mais juste plus légère, un peu plus simplifiée, plus facile à porter, des matières plus confortables, moins de broderie, enfin voilà. Donc ils arrivaient à en faire une version qui était beaucoup plus réaliste d'une certaine manière, mais tout aussi désirable. Et ça a été, je crois, un des grands succès de la marque à ce moment-là. Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins dans le luxe, la mode? Ce que j'aime le moins, c'est aussi ce que j'aime le moins dans beaucoup de domaines, c'est l'inauthenticité, en fait. Peut-être des marques qui sont moins appliquées à avoir leur propre projet. Et à l'inverse, ce qui m'intéresse le plus, c'est la créativité, la recherche et ouais, c'est des rêves fous en fait, devenus réalité en fait. C'est un peu comme en architecture, on peut avoir une vision qui est créative, qui est un peu folle et qui devient réalité. Ça, je trouve ça assez formidable. Quelle est votre définition du luxe? Moi, je partirais de l'étymologie qui est liée à la lumière. Donc, je pense que le luxe, ça se doit d'être éblouissant. Donc, pour moi, c'est ça, c'est l'éblouissement. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans le podcast du luxe, par exemple? Ce ne sera pas possible parce que il n'est plus là. Mais non, Alexander McQueen. Mais parce que pour moi, c'est ces défilés. D'ailleurs, c'est un de ces défilés qui m'a dévoyée vers la mode. Et c'était des spectacles complètement complets, totaux. Et il était au moins aussi artiste que couturier. Mais je pense que le souci, c'est que des gens comme ça, ils parlent très peu, en fait. Tout comme Demna. Et Demna, c'est quelqu'un qui s'exprime très peu sur ce qu'il fait, en fait. C'est regarder ce que je fais, voilà. Mais oui, d'entrer dans sa tête, ça m'intéresserait. Et alors là, c'est mon côté curieux. C'était quel défilé et pourquoi ça vous a marqué, celui d'Alexander McQueen? C'était le Bluebird Garage. Donc c'est un défilé qui est clos avec Shalom Marlowe qui est sur une plaque tournante et en robe blanche qui est aspergée par des robots. Qui est moi j'ai la référence de, c'était quoi, c'est Copernic, je crois qu'il avait fait ça avec Bella Hadid, donc ça c'est 10 ans, 20 ans plus tard. Non mais il faut regarder sur YouTube. Ouais, j'ai regardé. Et le début du défilé était également complètement fou. Donc c'était Amy Mullins qui était une amie de
de McQueen et qui était une parathlète. En fait, elle était amputée des 2 jambes sous les cuisses et donc il lui avait fait, ou à mi-cuisse, il lui avait fait des cuissardes en ébène sculptées avec des guirlandes de fleurs. Et donc, mais elle les portait comme des cuissardes en fait. Vraiment, c'était comme une sorte d'illusion. Si on ne savait pas, on ne pouvait pas savoir en fait ce qui se passait. Mais elle avait quand même une démarche un peu particulière, un peu comme une biche, vous savez, qui avance plus comme ça. Et donc, il avait fait à tous les mannequins derrière elle des plateformes en bois aussi, qui leur donnaient une démarche similaire. Et c'était une vision extraordinaire. C'était comme on avait l'impression de voir des biches s'avancer dans une forêt comme ça. Donc ça, c'était une grande émotion. Le côté empower d'une femme qui a un handicap et qui en fait qui avance. Simplement, c'était pas tellement... et puis on parlait pas beaucoup d'empowerment et d'inclusivity d'ailleurs à ce moment-là. Mais en revanche, oui, c'est une créature en fait. C'était formidable. Et donc ça, c'est ce qui m'a... J'étais chez McKinsey à l'époque et je me suis dit non mais un jour il faut absolument que je travaille dans ce milieu parce que I want a piece of it. Incroyable. Eh ben, merci beaucoup Daphné. Mais je vous en prie. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, commenter, nous faire vos retours, évidemment vous abonner sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début avec la première saison. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et évidemment c'est extrêmement important, donc je suis hyper reconnaissante, ainsi que tous les invités avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et vous dis à très vite.